Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, nous voici réunis pour notre nouveau rendez-vous, l'heure libre en partenariat avec Sud Radio et Front Populaire, la revue. Merci tout d'abord d'avoir été aussi nombreux à nous suivre la semaine dernière sur les ondes, mais aussi en session de rattrapage sur les plateformes digitales. Plus de 100 000 vues sur la chaîne YouTube de Sud Radio, c'est donc 100 000 fois merci. Nous voici partis pour une heure d'actualité vue par la lorgnette des souverainistes, qu'ils soient de droite, de gauche, de nulle part ou d'ailleurs, pour reprendre le slogan de la revue. Je suis aujourd'hui avec Michel Onfray, avec Bertrand Guyot, journaliste à la rédaction de la revue, et Barbara Lefebvre, écrivain, éditorialiste que nous avons la joie de lire dans nos colonnes, mais aussi de retrouver sur Sud Radio aujourd'hui. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme des retraites. L'annonce en a été faite mardi par Elisabeth Borne. Pour autant, cette réforme était-elle vraiment urgente? Qui a décidé de son agenda? Pourquoi? Vous verrez que les réponses ne sont pas nécessairement celles que vous croyez. Nous y reviendrons longuement, c'est le sujet de la semaine. Et puis, nous parlerons aussi de nucléaire et d'énergie, au moment où les artisans, les commerçants, les entreprises petites et moyennes découvrent des factures absolument astronomiques. Les auditions de la commission d'enquête ont repris à l'Assemblée nationale, commission d'enquête qui parle de souveraineté énergétique, qui s'interroge sur la perte de notre souveraineté énergétique, et vous verrez que ce n'est pas glorieux ce qu'on y apprend. C'est le sujet dont on ne parle pas assez dans les médias. Mais en attendant, Barbara Lefebvre, je voudrais qu'on parle avec vous des prises de parole de plus en plus nombreuses de Brigitte Macron. C'est le sujet qui vous questionne, qui nous questionne. Lundi, la première dame était sur TF1 pour justifier de la réforme des retraites. 2 jours avant, elle était en déplacement et elle nous a expliqué que tout allait bien à l'hôpital. Elle a même dit, vous savez, je voyage beaucoup et je vous demande dans quel pays du monde l'hôpital marche mieux, ce qui a créé la surprise évidemment. Et puis mercredi, Brigitte Macron expliquait qu'elle était favorable au retour de l'uniforme à l'école. Bref, elle est sur tous les fronts, elle parle plus souvent en ce moment que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Alors Barbara, que se passe-t-il? Comment expliquer cette fièvre verbeuse de la première dame? Déjà, il y a un prétexte, puisqu'il y a l'opération pièce jaune. Donc, en fait, elle utilise ce prétexte, effectivement, pour parler et pour poser des petits cailloux, pour certains, dans la cour de Pape Ndiaye, parce que quand même, l'affaire de l'uniforme, c'est un petit peu pour agacer Pape Ndiaye, qu'elle a l'air de ne pas spécialement, je dirais pas apprécier d'ailleurs, parce que quand on lui demande, elle répond « je ne le connais pas ». Ça fait quand même 6 mois qu'il est ministre de l'Éducation nationale. Alors, on sait qu'elle s'entendait très bien avec Jean-Michel Blanquer, et qu'elle a une vision de l'éducation qui ressemblait un petit peu plus à ce que voulait faire Jean-Michel Blanquer que Pape Ndiaye, mais elle-même, elle a une vision parfois un petit peu désuète de ce qu'est l'éducation. D'ailleurs, c'est un petit peu drôle quand elle parle de sa propre jeunesse, quand elle était en jupette bleue et où tout allait bien en uniforme. Oui, enfin, dans les lycées de jésuites, c'est sûr, hein, là où d'ailleurs elle a toujours enseigné. C'est un certain type d'enseignement que l'on souhaite. Alors, je ne sais pas si elle veut généraliser l'enseignement de Franklin ou de la Providence à Amiens dans tous les établissements scolaires de France et de Navarre. Mais enfin, je ne pense pas que ce soit le souhait de tous les Français, en particulier de ceux qui scolarisent leurs enfants dans l'école de la République laïque. Mais pourquoi est-ce que Brigitte Macron nous raconte le petit déjeuner d'Emmanuel et nous parle effectivement de la réforme des retraites ou de l'hôpital? Parce que je pense qu'elle sent à quel point son mari est déconnecté de la réalité et elle veut faire croire qu'elle est connectée à la réalité. Et comme elle a un certain capital sympathie dans la population et surtout auprès des médias, parce que je ne l'ai jamais rencontrée, mais il paraît que c'est une femme charmante, qui d'ailleurs, à mon avis, est très en même temps, hein, on avait vu qu'elle s'était absolument enthousiasmée au Puy du Fou et qu'un an plus tard, elle s'était enthousiasmée lors de la fête de la musique, lorsque son mari venait d'être élu, dans un espèce de spectacle assez spécial dans la cour de l'Élysée. Donc voilà, je pense que c'est une femme éclectique qui doit beaucoup se plaire au statut de première dame parce qu'elle y fait des choses qui sont sans doute très intéressantes pour elle. Et elle pense qu'elle a ce capital sympathique qui lui permettrait donc d'essayer de réconcilier les Français avec son époux et sa politique. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'elle reste à sa place. Et sa place, c'est celle d'une première dame qui est là pour s'occuper de fondations et de pièces jaunes. C'est un peu triste d'ailleurs que les premières dames soient reléguées à ce genre d'activité
relative, je ne vais pas dire potiche, mais quand même un petit peu. Et au moins, on était épargné avec François Hollande. Et moi, vraiment, je commence à trouver que quand on compare le quinquennat de François Hollande et celui d'Emmanuel Macron, je trouve que quand même, ça avait plus de tenue sous François Hollande. Oui, on va y revenir à ce problème d'étiquette. Mais alors, Bertrand Guyot, je voulais vous demander, est-ce que la Première Dame est fondée à prendre ainsi la parole ? Dans tous les cas, rien ne l'interdit. Comme le statut du conjoint du président de la République a toujours été assez opaque, Emmanuel Macron avait fait rédiger en 2017 une charte pour l'encadrer. Nulle part était mentionné l'exigence d'un quelconque devoir de réserve quant au sujet d'actualité. D'accord. Alors, à présent, je voudrais demander justement à Michel Onfray quelle est la place souhaitable, la bonne distance par rapport à la politique, la nation, pour l'épouse d'un président. Est-ce que la place de la femme du chef de l'État est de donner son avis sur tous les sujets gouvernementaux ? Ce n'est pas certain. Moi, je serais extrêmement sévère sur les épouses de chefs de l'État. Je trouve qu'elles devraient disparaître dès que leur mari est élu. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État, c'est pas un monsieur machin marié avec madame machine. Et les épouses, eh bien, elles continuent à vivre une vie normale, autant que faire se peut. Mais je ne supporte pas de voir le chef de l'État tenir sa femme par la main comme des enfants, comme des ados. Je ne supporte pas que dans des manifestations officielles, par exemple la cérémonie lors des obsèques de Simone Veil, Madame Macron ait pu être avec son mari avec une jupe hyper courte et des talons aiguilles. Je trouve que ça n'est pas comme ça que normalement on représente l'État, on représente la nation. Et cette dame n'est pas élue, elle n'a rien à dire. C'est pas parce qu'elle dort dans le même lit qu'Emmanuel Macron qu'elle doit avoir des avis, des idées, et qu'elle doit nous expliquer que son mari est formidable et que les gens n'ayant rien compris, elle est là pour faire une petite leçon de choses et expliquer que finalement son mari est formidable, que la France est formidable, que le système éducatif est formidable, que le système de santé c'est formidable, d'interpeller les gens en disant mais vous connaissez des endroits où c'est mieux tout ça. Alors si évidemment on n'a pas la possibilité de répondre tout de suite en disant je ne sais pas, je ne connais pas la totalité des systèmes éducatifs de la planète, donc j'ai pas vraiment les moyens de comparer. Et le problème, c'est pas de savoir si c'est mieux ou si c'est moins bien en Israël ou au Danemark ou au Zimbabwe. C'est juste de dire que ça se passe pas bien en France et qu'elle n'a pas à être le VRP de son mari. Le chef de l'État est au-dessus de ce genre de contingence. Kantorowicz avait dit qu'il y avait les deux corps du roi. Il y avait un corps privé, qu'il y avait un corps d'État aussi, et que quand on était souverain, on avait hérité d'une puissance qui était celle du peuple, et que par ailleurs, on avait aussi un corps personnel. C'est ce qui fait que quand le roi mourait, on disait le roi est mort, vive le roi, parce que le roi meurt et c'est son corps privé qui meurt, mais en même temps la royauté ne mourra pas, il y a un roi qui prend la suite, et à ce moment-là, vive le roi. Et bien là, c'est exactement la même chose, on a conservé ça, la souveraineté nationale est dans le corps d'un homme qui est plus que lui-même à ce moment-là, et cet homme qui est plus que lui-même doit mettre en retrait, voire en retraite, pendant 5 ans, son corps privé. Donc on ne le voit pas sur un jet ski, on ne le voit pas en train de danser avec des gens qui font des musiques un peu douteuses à l'Élysée, on ne le voit pas sur la plage en maillot de bain, on ne le voit pas, etc., etc. Enfin, il n'y a pas de manifestation privée du chef de l'État. On ne se met pas en scène, on ne tient pas sa femme par la main, alors ça peut se faire dans le privé s'il le veut, ça c'est leur affaire, mais quand on est en représentation publique, on ne tient pas sa femme par la main et on ne dit pas à sa femme tiens, pour les médias, il va falloir que tu me défendes un peu, que tu sois là en appui sur telle ou telle question, et elle disant oui, bien sûr, et utiliser le capital qu'elle peut avoir comme femme sympathique, ce qu'elle semble être, pour devenir une femme politique qui devient prescriptrice de l'idéologie de son mari. Oui, alors Barbara, je vous voyais opiner, vous n'êtes pas loin de partager l'avis de Michel Onfray. Oui, je suis d'accord avec Michel Onfray, mais il a souligné quelque chose d'important, qu'il prend un peu de distance avec ça, mais je pense que non, le corps du roi, on est vraiment dans la monarchie républicaine, et si la monarchie républicaine se tenait un petit peu au temps de De Gaulle, déjà, avec Yvonne, c'était autre chose. Voilà, Madame Pompidou avait une activité beaucoup plus publique, beaucoup plus people à l'époque déjà. Madame Giscard d'Estaing a été beaucoup plus discrète. Enfin, toutes les premières dames ont eu quelque part. Carla Bruni avait de toute façon sa propre vie professionnelle. Mais donc, Madame Macron, c'est vraiment la reine. Donc, elle est... Et en même temps, il y a cette... Parce que Michel Onfray parlait de tenir la main, mais en même temps, il y a l'influence américaine. Donc, on est dans le couple de la première dame à l'américaine. Madame Trump, Madame Clinton, Madame Biden, elle est tout le temps flanquée derrière son mari. Et puis, elle peut s'exprimer aussi beaucoup sur des sujets politiques. Donc, il y a à la fois ce mélange de vieille monarchie à la française et d'influence américaine. Enfin, tout ça est assez pitoyable quand même. Vous restez avec nous. Nous allons parler dans un
un très court instant du sujet de la semaine. Sur Sud Radio, nous allons parler de la réforme de la retraite et vous allez voir que l'agenda politique n'est pas exactement celui que l'on pensait. A tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour sur l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matin de 10h à 11h en partenariat entre la revue Front Populaire et Sud Radio. Je suis toujours avec Barbara Lefebvre et Bertrand Guyot, je m'en félicite. Et je vous l'annonçais tout à l'heure, nous allons parler de la réforme des retraites. C'est le sujet de la semaine, le gros sujet de la semaine même. Si cette réforme voulue par le président est adoptée, il faudra désormais attendre 64 ans pour partir à la retraite. Bertrand Guyot, quoi d'autre dans cette réforme? Pouvez-vous nous donner quelques détails supplémentaires? On va retenir essentiellement 3 propositions. Alors la première, et vous l'avez mentionné, donc c'est le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans en 2030. Ouais. Ensuite est prévue une accélération de la réforme Touraine votée en 2014. Donc la retraite à taux plein, initialement fixée à 48 annuités à partir de 2035, sera appliquée dès 2027. Et enfin, et c'est un sujet éminemment sensible, la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés, comme l'avait promis Emmanuel Macron lors de sa campagne présidentielle. Oui, la fin des régimes spéciaux, par exemple pour la RATP ou les cheminots de la SNCF, vous imaginez bien que ça intéresse en particulier nos éditeurs, ça risque de chauffer. Ah bah c'est prévu en tout cas, parce que les syndicats n'ont pas tardé. Quelques heures à peine après la conférence de presse avec Elisabeth Borne, le mardi, une intersyndicale appelait déjà à une grande journée de manifestation ou de grève ce jeudi 19 janvier. Alors Barbara Lefebvre, vous avez regardé la Première ministre mardi et vous m'avez confié tout à l'heure que vous aviez eu de la peine à rester devant la télévision. Oui, la regarder, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire j'ai écouté et puis ensuite, effectivement, j'ai été prise de somnolence. Donc je me suis dit que c'était risqué en conduisant. J'ai préféré changer de fréquence et je me suis mise à écouter Sud Radio. Donc voilà. Non, c'est problématique dans la mesure où ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on nous fait des réformes à peu près tous les 5 ans ou tous les 10 ans en nous expliquant que c'est pour sauver le régime par répartition qui est un régime tellement extraordinaire et c'est maintenant ou jamais qu'on doit faire cette réforme pour sauver le régime. Et tous les 5 ans ou tous les 10 ans, on y revient, il faut tout le temps sauver le régime. Il ne faut pas sauver le régime, c'est-à-dire qu'en réalité, il s'agit de donner des gages. On en parlera peut-être à qui on donne des gages, parce qu'on donne des gages toujours aux mêmes. Et surtout, on vient ponctionner les plus petits, ou surtout, essentiellement d'ailleurs, les classes moyennes, parce qu'en fait, ce ne sont même pas les petits retraités qui, de toute façon, ne partent jamais véritablement à taux plein et ont des retraites de misère. Et nous dire aujourd'hui, vous allez avoir une retraite à 1100 € net. Mais 1200 au lieu de 1100. Oui, mais c'est 1200 brut, mais donc ça fait du 1100 net. Mais qu'est-ce que ça va valoir 1100 € en 2030 ou en 2040? Ça vaudra rien, ça vaudra les 800 € d'aujourd'hui. Donc on se fiche du monde. Mais évidemment, dire en 2022, vous aurez 1200, les gens, j'aurai 1200, ils n'auront pas 1200. Et je pense que ça, les précaires et les classes moyennes, ils le savent parce qu'on leur a déjà fait le coup 1000 fois. Mais les plus gros, c'est-à-dire les cadres et les gens qui auront des retraites ou qui se sont déjà fait leur retraite par capitalisation, ils n'en ont strictement rien à faire des 43 annuités. Ça pourrait même être 50 annuités. Quand vous faites un métier dans lequel vous vous épanouissez, vous pouvez travailler jusqu'à 70 ans. Quand vous faites un métier qui vous a usé, si ça pouvait s'arrêter à 60, ce serait pas mal. Donc le problème, il est là, et surtout, on ne cesse de nous mentir. En revanche, moi, je suis navrée. Sur ce coup-là, Emmanuel Macron n'a pas menti. C'était son seul axe de campagne en 2022. Il nous a dit « je ferai la retraite à 65 ans ». Les Français ont voté pour lui. Toute la gauche a demandé à ce qu'on vote pour lui. Maintenant, il est là. Il applique le seul élément de son programme qu'il nous avait promis. Vous avez raison. Il y a quand même quelque chose de très troublant. Je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. La dernière réforme des retraites date de 2014. Et on entend dire depuis que les Français vivent de plus en plus vieux, qu'il est donc parfaitement logique qu'ils travaillent de plus en plus tard. Sauf que c'est faux. Selon l'INSEE, l'espérance de vie, depuis 10 ans, elle n'a presque pas bougé. Bertrand Guyot, d'ailleurs, vous êtes penché sur la question. Pouvez-vous nous donner davantage de détails? Alors, en 2021, d'après l'INSEE, elle était de 79,3 années pour les hommes et de 85,4 pour les femmes. Alors, c'est un chiffre qui, en effet, si on y regarde bien, n'a pas vraiment évolué, ou très peu. C'est-à-dire que depuis 2013, les hommes ont à peine gagné plus de 6 mois d'espérance de vie et les femmes, un peu plus de 4.
J'ai envie d'attirer votre attention sur un autre indicateur également calculé par l'INSEE. Il s'agit de l'espérance de vie, cette fois-ci en bonne santé. Ouais. Et là, les chiffres sont beaucoup plus intéressants. C'est-à-dire qu'en 2019, cette espérance de vie en bonne santé, elle était de 63,7 ans pour les femmes, de 64,6 pour les hommes. Pardonnez-moi, c'est l'inverse. Ouais. Cet indicateur, il n'est pas inintéressant parce que pour bien profiter de sa retraite, encore faut-il pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Oui, bah bien sûr. Alors, si ce n'est pas l'allongement de l'espérance de vie qui rend urgente cette réforme, pourquoi celle-ci est soudainement voulue, Barbara Lefebvre ? Pas l'agenda européen ? Ben voilà, je crois que c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'il va s'agir d'être bien vu de la Commission et bien sûr aussi de ceux qui dirigent les pantins de la Commission, c'est-à-dire les Allemands, pour nous autoriser ensuite à continuer la pratique du chèque, la pratique du quoi qu'il en coûte, puisque Emmanuel Macron a l'intention de continuer à faire des chèques pour avoir la paix. Et donc, des petits chèques, évidemment, parce qu'on fait toujours des petits chèques pour les petits. Vu qu'on a déjà fait tous les gros cadeaux en 2017 aux plus riches, on peut se permettre maintenant de faire des petits chèques, des petites 20 centimes par-ci et 50 € par là pour les granulés de bois dans les poêles à bois. Donc, et les gens, apparemment, s'en contentent puisqu'ils ne descendent même plus dans la rue pour se plaindre. Donc, oui, effectivement, c'est pour plaire à l'agenda de Bruxelles. Et c'est là qu'on peut véritablement se dire, a-t-on vraiment un levier ? Parce qu'on le sait déjà, on le verra, il y a de grandes chances qu'il n'ait même pas besoin d'utiliser le 49.3 puisque LR va aller voter et va lui donner sa majorité. Mais en plus, de toute façon, c'est un agenda qui nous dépasse complètement, qui est l'agenda de Bruxelles, d'Ursula von der Leyen. Et peut-être même qu'Emmanuel Macron nous expliquera que s'il a réussi à négocier quelque chose, on en reparlera dans la dernière partie, sur la question du découplement du prix du gaz et du prix de l'électricité, c'est grâce au fait qu'il aura montré patte blanche avec sa réforme des retraites, qui finalement n'est qu'un prétexte, un énième prétexte pour continuer en plus à faire de la dépense publique et de la dette. Alors, Bertrand Guyot, l'Union européenne, c'est toujours un tout petit peu plus sournois, ne nous dit pas, ne nous oblige pas à faire cette réforme, mais suggère très fortement. Ah oui, ça, c'est sûr qu'elle verrait d'un très très bon œil cette réforme et ce report de l'âge légal. Mais on fait souvent allusion au Conseil de l'Union européenne qui a émis cette recommandation. En revanche, c'est une recommandation, donc elle n'est pas censée être obligatoire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ces recommandations qui sont faites par le Conseil de l'Union européenne sont à la base des décisions des États. Donc la France a décidé finalement de toute manière de faire cette prolongation. D'accord. Alors je me suis laissé dire même que ça faisait en filigrane, c'est toujours très nuancé tout cela, mais ça fait partie du fameux pacte de stabilité demandé à la France par Bruxelles, c'est vrai ? Alors là aussi c'est un peu plus compliqué que ça, mais on n'en est quand même pas très très loin, c'est-à-dire que ce fameux pacte il nous met la pression. Les pays dont la dette dépasse 60% du PIB, ce qui est largement le cas de la France, pourront demander un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à 7 ans pour résorber leur dette. La condition sera qu'ils s'engagent notamment, je les cite, à adopter des réformes structurelles. Et dans ces réformes structurelles, il est bien notifié que les retraites font partie des réformes envisageables. C'est exactement ce que vous nous expliquez, Barbara, c'est-à-dire voilà, vous pouvez continuer à emprunter de l'argent, voilà, mais il va falloir faire ces fameuses réformes structurelles. C'est ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir continuer à endetter vos enfants pour qu'ils puissent un jour finalement ne même pas avoir véritablement une retraite, parce qu'en fait c'est ça, donc c'est vraiment la double peine. Je ne veux pas accabler les boomers là, mais parce que ce sont mes parents aussi et qu'ils ont beaucoup travaillé, mais ils ont travaillé dans une autre époque, un autre contexte économique et même un autre contexte du monde du travail où on pouvait démarrer de rien et avoir une belle carrière. Aujourd'hui c'est plus possible, l'essentiel des actifs sur le marché ont des carrières hachées, des carrières difficiles, des reconversions. Je suis bien placée pour le savoir, je me reconvertis à 50 ans et croyez-moi, c'est pas facile de trouver du travail à 50 ans. Donc c'est extrêmement complexe, et prendre toujours en référence le fait que dans les années 50, dans les années 60, on n'est plus du tout dans le même modèle, et on n'avait surtout pas à l'époque l'Union européenne qui nous dictait notre politique budgétaire. Et quand, avant la campagne électorale, des candidats, je me rappelle du candidat Mélenchon, de la candidate Le Pen, on parlait du pacte de stabilité. On dit, regardez, il y a un plan d'austérité derrière, il y aura des réformes structurelles qui seront menées, on nous parle des retraites, mais demain ça peut être l'hôpital, ça peut être l'éducation nationale. Eh bien, on leur disait, mais non, pas du tout, c'est pas vrai. On n'a pas du tout promis ça à l'Union européenne. Je me rappelle même de Bruno Le Maire qui nous avait dit que c'était pas vrai du tout, ça n'existait pas le pacte de stabilité. Donc voilà, c'est simplement, il y a un manque de franchise et de transparence, et c'est toujours dommage que les Français se laissent berner. Alors, est-ce que le moment est bien choisi, j'ai envie de vous demander, parce qu'on voit bien que là, en ce moment, le pays est prêt à s'embraser. Il y a eu crise sur crise, les gens sont excédés. On ne peut pas dire que le moral des Français soit au beau fixe, loin s'en faut. Alors, est-ce qu'on ne prend pas là le risque d'une explosion sociale ?
Mais moi, je ne crois pas, justement. Parce que je pense que l'explosion sociale, on est toujours un peu dans la légende de 95. 95, c'était aussi un autre moment, une autre époque, avec des syndicats, des partis politiques structurés, une vie politique qui était beaucoup plus apaisée et moins éclatée qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, les Black Blocs n'avaient pas commencé à pourrir les manifestations, aidés d'ailleurs souvent par des agents qui viennent en rajouter. Donc, je pense qu'on est dans une autre période et que depuis, on a eu les Gilets jaunes et la répression extrêmement violente dont ils ont été les victimes. Ensuite, on a eu le confinement du Covid qui a encore plus habitué les Français à une forme de soumission au pouvoir, à cette espèce de rêve de l'ordre, du parti de l'ordre incarné par Emmanuel Macron. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une fatigue, et tout le monde le dit, il y a une énorme fatigue dans la population. Et cette fatigue, elle est quand même alimentée par le fait qu'on continue à nous distribuer des petits chèques. Des petits chèques pour le plein, les petits chèques pour le plein, le chauffage. Je pense même qu'ils seront capables de nous faire des petits chèques pour l'énergie. Il y en a d'ailleurs, parce qu'on annonce même pour les copropriétés, on fera un plafond, et ce sera nécessaire parce que les prix du fuel ont explosé. Il y a certaines copropriétés qui ne pourront pas payer leurs charges. Donc, ils vont continuer à faire les petits chèques. Et de ce fait, je crains que les Français ne descendent pas dans la rue. Et par ailleurs, quand vous descendez dans la rue, moi j'ai fait les premières manifs de Gilets jaunes, quand vous prenez au bout de 5 minutes de manifestation des gaz lacrymaux qui vous mettent dans un état pas possible, qui peut avoir encore envie aujourd'hui de sortir en manifestation pour véritablement manifester, parce que vous ne savez pas comment ça va tourner, vous ne savez pas qui vont être les troubles faits, vous ne pouvez pas savoir non plus quels vont être les ordres donnés à la police, même si on a changé de préfet de police et que M. Lallemand est allé voir ailleurs, il n'empêche que les ordres viennent de Beauvau et on ne sait pas quels ordres seront donnés à M. Núñez. Absolument. Que pense Michel Onfray de cette réforme des retraites? Va-t-elle mettre le feu aux poudres? Est-ce qu'il est d'accord ou pas avec vous? On va lui poser la question dans quelques minutes. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'heure libre. Merci. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. C'est la troisième partie de l'heure libre, le nouveau rendez-vous tous les samedis matins de 10 à 11h avec Sud Radio et Front Populaire, la revue en partenariat. Nous parlons toujours de la réforme des retraites avec Barbara Lefebvre et Bertrand Guyot. Alors, est-ce que c'est souhaitable de réformer l'âge de départ à la retraite en ce moment où le malaise est grand dans le pays, on le sait, où les crises s'enchaînent, on l'a vu? Eh bien, on a voulu savoir ce que Michel Onfray en pensait. Est-ce que ce n'est pas l'étincelle qui peut mettre le feu au pays? On l'écoute. On ne peut pas dire comment les choses vont se passer parce que ça n'est pas une science exacte. La politique, les révoltes ou les rébellions ne sont pas non plus des sciences exactes. C'est après, quand elles ont eu lieu, qu'on peut réécrire l'histoire. Moi, je suis fan, j'ai plusieurs fois dit, mais des origines de la France contemporaine de Taine, qui passe un long temps à nous expliquer à quoi ressemble la France avant la Révolution française, et puis il dit à un moment donné, voilà, une espèce d'étincelle, et la Révolution française a lieu, il explique comment ça se passe dans le détail, et là, évidemment, on peut imaginer que la situation est pré-révolutionnaire. Tout est là pour montrer qu'effectivement, ça ne va pas. La police, l'armée, la justice, l'école, la culture, c'est difficile d'être une femme et de se trouver dans la rue, dans certains quartiers, j'allais dire, à partir de certaines heures de la journée, mais parfois même pas du tout à partir de certaines heures, mais tout le temps. On n'apprend plus à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école. La police fait bien son travail, mais elle est traitée de fasciste, elle est traitée de nazi quasiment par une partie de la classe politique française, et il n'y a aucun problème, on laisse dire et on laisse faire. Des gens manifestent justement, et à l'époque, avec la bénédiction de Castaner, ministre de l'Intérieur, pour donner raison à la bande des Traoré, alors que finalement, on n'a pas le droit de sortir à 4 ou 5 en plein moment de Covid. Enfin, on voit bien qu'effectivement, le problème est généralisé, tout s'effondre. Je crois qu'effectivement, la réforme des retraites peut être une étincelle qui met le feu à toute la plaine, comme disait Lénine, parce que les gens voient bien qu'il y a des hyper-bénéfices, comme on dit, et qu'il y a d'autres solutions que de faire travailler les gens plus longtemps. Moi, ça va, j'adore mon métier, et mon métier est une vocation, je peux travailler, si mon corps me le permet, le plus longtemps possible, mais je conçois très bien que des gens ne puissent plus travailler ne puissent plus travailler à 62, 3, 4 ans en étant couvreur, maçon, on travaille. Enfin, il y a plein de métiers qui sont terribles. Et moi, je défends la retraite à 60 ans. Je pense qu'on doit pouvoir financer ses retraites avec des bénéfices. Il faut chercher de l'argent là où se trouve l'argent, plutôt que d'aller chercher l'argent chez les pauvres. Ça, c'est ce qui qualifie la droite et une certaine gauche. C'est que quand il faut aller chercher de l'argent, on ne va pas la chercher chez les riches, cet argent. On ne va pas le chercher, chez les riches, mais on va le chercher chez les pauvres. On estime que les pauvres vont être plus nombreux. Il suffit de les ponctionner
un peu, mais un peu c'est beaucoup pour cette quantité ou ces personnes. Et je trouve qu'on peut très bien, aujourd'hui, on pourrait très bien repenser la question des retraites avec un système d'impôt, y compris sur tout ce qui est Internet, y compris sur tout ce qui est électronique, tout ce qui est numérique. Il y a un argent fou de ce côté-là, et il me semble qu'il serait assez juste qu'on aille chercher du côté de cet argent-là pour refabriquer de la justice sociale. Le projet de Macron, qui est aussi le projet de la gauche, il faut arrêter, quand le PS est au pouvoir, ils font exactement la même chose. Ce projet-là n'est pas social, ce projet-là n'est pas progressiste, ce projet-là est populicide, c'est-à-dire qu'il s'attaque au peuple, et je trouve qu'il se pourrait effectivement qu'à cette occasion, la rue gronde véritablement et que quelques incendies puissent se trouver allumés. Au sens premier et second du terme. Absolument. Alors, Brigitte, pardon, Brigitte, non. Pas du tout. Moi, vous, c'est Barbara. Oui, mais parce que Brigitte Lefebvre. Non, oui, c'est parce que Brigitte Lefebvre, c'était de l'Opéra de Paris. Je Absolument. sais, parce que Roselyne Bachelot me l'avait déjà fait, celle-là. C'est pour ça. Barbara, non, je voulais que vous rebondissiez sur ce que dit Michel Onfray, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de financer autrement cette réforme des retraites? Mais si, il y avait moyen. C'est 14 milliards. Voilà. Il y a 14 milliards à trouver, en tout cas à partir de 2030, on nous explique que c'est 14 milliards. Le gouvernement répète, enfin c'est 18 milliards, mais il y a 4 milliards qui vont être redonnés par ailleurs, donc c'est 14 milliards. Je crois que des économistes le disent, j'entendais d'ailleurs Thomas Piketty le répéter encore il y a peu, on a aujourd'hui une sur-augmentation des plus riches, c'est-à-dire qu'il expliquait, et c'est le magazine Challenge, je ne crois pas que Challenge soit le magazine des gauchistes. Donc, voilà. Donc, Challenge expliquait que les 500 plus riches patrimoines de France ont augmenté dans les 2 dernières décennies. Ils sont aujourd'hui à plus de 1000 milliards d'euros de patrimoine. Je pense donc qu'on peut largement créer des taxes, notamment de taxes de patrimoine financier, en particulier, parce que le patrimoine immobilier est déjà taxé, puisqu'on a remplacé l'ISF par l'impôt sur le patrimoine immobilier. Il y a effectivement, même si on leur prenait 1,5, 2,5% de ce patrimoine d'actifs financiers, des taxes sur les transactions financières, sur les actions qu'ils possèdent, donc tout ce qui est du capital de rente, qu'ils pourront toujours continuer à transmettre. Je pense que Bernard Arnault n'a aucun problème à transmettre à ses enfants. Je pense qu'ils ne vont pas tous finir sous un pont dans le 18e. Ils ne vont pas avoir besoin du RSA. Non, je ne pense pas. Ils sont quand même relativement à l'abri. Au pire, il y a l'optimisation fiscale pour ça. Donc, donc bien sûr que l'argent, il existe. Il est là, l'argent. Il est chez les plus riches, il n'est pas chez les petites retraites. Encore une fois, je ne pense même pas que ce seront vraiment les plus petits. Les plus petits seront quand même protégés par tout un système, hélas, un système social qui tient tout le monde à bout de bras quand on est très pauvre en France. Et quand on est très riche, on n'a pas besoin et on n'a pas à s'inquiéter de l'inflation. Le problème, c'est quand on est au milieu. Et au milieu, c'est 70% de la population, c'est-à-dire cette grosse classe moyenne qu'on endort à coup de chèque et qu'on endort à coup de confinement et d'autorisation de sortie pour aller acheter sa baguette de pain. Des gens qui se plient à ça. Et c'est là qui est le problème. Et c'est en ça que Michel a raison. C'est que la Révolution française, elle a aussi démarré parce que c'était cette bourgeoisie du tiers-État qui avait les moyens intellectuels et les moyens aussi un petit peu financiers de se révolter, qui a emporté avec elle le peuple. Aujourd'hui, le problème, c'est que cette classe moyenne, elle s'est pour partie embourgeoisée, qu'elle a fini par former aussi un petit peu une élite. Et il faudrait aujourd'hui qu'il y ait une catégorie de classe moyenne qui puisse de nouveau emporter les classes populaires. Et on n'y est pas parce qu'en plus, il y a des grandes divisions et que les classes populaires, elles sont aussi travaillées par d'autres choses comme le communautarisme, comme les réseaux sociaux qui quand même créent des délires complotistes qui font que parfois, écouter une parole qui peut vous guider politiquement, ça devient compliqué. Alors, Bertrand, où sont les adversaires de cette réforme? Où en sont-ils? Je pense notamment au Rassemblement national ou à la France insoumise. Alors, sans surprise, ils sont moyennement satisfaits de cette réforme, je ne vous le cache pas. Du côté du RN, Marine Le Pen met en avant l'espérance de vie en bonne santé dont je vous parlais tout à l'heure. Et elle parle d'un impératif moral à s'opposer à cette terrible régression sociale. Et sans surprise à gauche, Jean-Luc Mélenchon emploie d'ailleurs les mêmes termes. La réforme Macron et Borne, c'est une grave régression sociale. Alors du côté des Républicains, en revanche, on est partant pour voter cette réforme. Ah oui, si on écoute Éric Ciotti, oui, il n'y a pas de problème. Il explique qu'on a été entendu pour que la réforme soit moins brutale. Comme le camp des Républicains estime avoir obtenu des avancées par rapport à la proposition initiale du gouvernement,
très probablement, ce même gouvernement devrait bénéficier de leur appui. Alors, par rapport à ces avancées, ils ont obtenu du coup l'augmentation des petites retraites qui devaient être initialement de 1 100 euros bruts. Elles passent à 1 200 euros bruts. Un âge de départ fixé à 64 ans. En 2030, tout à fait. Un âge de départ fixé à 64 ans contre 65 ans initialement. Et surtout, l'accélération de la réforme Touraine. Mais alors, est-ce que les Républicains ne tombent pas, Barbara Lefebvre, dans le piège du bloc majoritaire, justement, qui fait qu'on ne verra plus beaucoup de différence entre les macronistes d'un côté et les Républicains de l'autre? Oui, mais c'est ça qui est intéressant, parce que Éric Ciotti a été élu à la tête de LR. On nous avait dit, oh là là, vous allez voir, avec Éric Ciotti, il y a une opposition extrêmement ferme à ce que veut faire Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, probablement, qu'il ne fera pas d'autres réformes sur son quinquennat. Il va faire celle-là, il va peut-être nous faire 1 ou 2 réformes sociétales. Je pense qu'après, il y aura l'euthanasie, etc. Donc voilà, il nous fera encore une petite réforme sociétale pour faire croire qu'il aura fait quelque chose. Mais en réalité, donc la seule vraie réforme de régression sociale, parce que je pense que ce terme est approprié, elle aura été passée, et non pas au 49.3 cette fois, grâce à LR. Donc ensuite que LR, en 2027, ne viennent pas nous expliquer, et en particulier M. Ciotti, qu'ils ont toujours été des opposants farouches à Emmanuel Macron. Ils devront effectivement assumer qu'ils ont été des complices du pouvoir. Et dans ce cas-là, qu'ils nous disent tout de suite qu'ils veulent prendre la succession de M. Macron et qu'ils sont déjà en train de se préparer à se pousser du coude, et qui Édouard Philippe, et qui Bruno Le Maire, et peut-être même que Monsieur Darmanin. Et candidat. Je ne sais pas, j'espère pas, mais j'espère pas que Laurent Wauquiez va rentrer dans cette petite tambouille politico-politicienne qui n'est vraiment pas à l'honneur de la droite et qui montrerait bien que LR finalement n'a pas changé, qu'on est toujours dans les mêmes magouilles que l'époque de Sarkozy-Fillon. On vous retrouve dans un instant, et dans un instant on va parler d'une information qui n'a pas fait grand bruit mais qui méritait à notre avis plus d'attention de la part des médias. On va parler d'énergie, de son prix mais pas que. On va parler de souveraineté énergétique, c'est-à-dire de la capacité à être autosuffisant. À tout de suite. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Retour dans l'heure libre, 1 heure où on revient ensemble sur les informations principales de la semaine, mais pas seulement. Tenez, on va revenir sur une autre info passée un peu sous silence cette semaine, la reprise des travaux de la commission d'enquête sur l'énergie et les auditions sur la souveraineté énergétique à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs, Bertrand Guyot, que ces auditions vous êtes, je le rappelle, journaliste spécialisé dans les questions énergétiques. Ça ne vous aura pas échappé, l'année 2022 a été vraiment une année de crise totale pour le parc nucléaire français. Alors, résultat, la France, jadis championne de l'exportation, est devenue massivement importatrice d'électricité cet été. Donc, pour comprendre pourquoi la France en est arrivée à ce point, arrivée à manquer d'électricité, le patron des LR à l'Assemblée nationale, donc Olivier Marleix, a proposé le 5 septembre la création d'une commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Alors, pourquoi la souveraineté énergétique de la France, c'est important? Pourquoi la fin de la souveraineté énergétique, c'est aussi la fin de la souveraineté de la France? Je pèse mes mots. Michel Onfray, dites-nous. Si nous perdons notre souveraineté quelque part, nous n'avons plus de souveraineté. Ce qui veut dire que quand nous n'avons pas de souveraineté énergétique, nous n'avons pas de souveraineté tout court. C'est celui qui peut nous donner de l'énergie, quand je dis de l'énergie pour le coup c'est du gaz, du pétrole, de l'électricité, c'est celui-là qui a du pouvoir sur nous et qui a la souveraineté. La souveraineté, ça ne se partage pas. Si on a de la souveraineté, le voisin n'en a pas, et si le voisin en a, c'est que nous n'en avons plus. De sorte que quand nous avions une politique nucléaire, c'est le général de Gaulle qui décide de tout ça, eh bien nous avions une franche autonomie. Et l'autonomie, c'était la possibilité de faire ce que l'on voulait, comme on voulait, quand on voulait, dans la configuration qui était celle voulue par le peuple. Le jour où les écologistes, qui ne pèsent rien du tout, mais qui sont suffisamment... rien du tout, c'est-à-dire qui ne pèsent pas assez pour disposer d'élus comme chef de l'État, par exemple, le jour où les écologistes ont dit, eh bien nous, on a compris que si on avait 2, 3, 5, 10% à monnayer, eh bien il allait falloir les acheter. Ces 10%, eh bien, à ce moment-là, la gauche dit pas de problème, on va supprimer le nucléaire, on va le ralentir, on ne va plus construire. Donc toutes ces annonces qui sont faites simplement pour obtenir des majorités électorales. Et pas du tout pour permettre une autonomie de la France, pour permettre la souveraineté de la France. Ces gens-là n'ont aucun intérêt de la souveraineté de la France. De sorte que quand on a perdu la souveraineté économique, la souveraineté écologique, la souveraineté énergétique, eh bien, on a tout simplement perdu notre souveraineté. Et Maastricht, qui ne court qu'après ça, c'est-à-dire la fin de la souveraineté
souveraineté nationale, à organiser la disparition de la souveraineté, parce que la meilleure façon d'effacer un pays, c'est d'effacer sa souveraineté, c'est-à-dire son souverainisme. De sorte qu'aujourd'hui, quand il fait trop chaud et que nous avons besoin de climatiseurs, quand il fait trop froid et que nous avons besoin de chauffage, nous avons besoin d'énergie, il faut demander l'autorisation, ici, là ou ailleurs, alors aux Allemands, bien sûr, aux Russes, jadis, et maintenant aux États-Unis, évidemment, puisque cette guerre entre les États-Unis et les Russes fait le bonheur des États-Unis, ne l'oubliez pas, y compris le bonheur énergétique. Donc il faut effectivement toujours remonter à Maastricht, qui est le péché originel de la politique contemporaine. Barbara, c'est un problème très grave en vérité. C'est un manquement, on peut dire, politique majeur d'avoir abandonné notre souveraineté énergétique comme on l'a fait. Oui, mais là, Michel Onfray a raison de rappeler l'Europe maastrichtienne. Parce que dans les années 90, vous savez, ce moment miraculeux où la paix était arrivée, où tout pouvait être libéralisé, on a considéré que l'électricité, c'était un bien comme un autre. Et que tiens, ce bien, on va l'ouvrir à la concurrence. Si possible, d'ailleurs, si on pouvait détruire EDF, ce serait mieux. Ça a été le grand projet de l'Allemagne. C'était de se débarrasser de cet horrible monopole français qui faisait en réalité notre autonomie et notre souveraineté. Mais on s'est dit, tiens, l'électricité, c'est un bien comme un autre. Mais non, c'est pas un bien comme un autre, parce qu'un bien qui ne se stocke pas, un bien qui peut avoir des aléas extrêmement importants, ça ne se traite pas et ça ne se vend pas comme on pourrait vendre des voitures ou vendre des boulons. Donc effectivement, cette souveraineté-là, on l'a perdue, cette souveraineté énergétique. Sur quoi s'est ajoutée effectivement la pression des écologistes? Moi, je la mettrais quand même beaucoup en perspective, parce que les écologistes ont exercé des pressions surtout en Allemagne. En France, ils ont obtenu assez peu au regard des pressions qu'ils ont exercées. Ils ont beaucoup plus obtenu en Allemagne. Et effectivement, aujourd'hui, et je les trouve très embarrassés en ce moment quand on leur demande, on leur dit, mais écoutez, la situation aujourd'hui, par exemple en Allemagne, vous voyez que c'est en réalité du CO2. Toujours plus de CO2. Toujours plus de CO2. On est dépendant de quoi? De l'horreur du gaz qatari et l'horreur du gaz de schiste américain, parce que là, les conditions d'extraction et de pollution sont absolument phénoménales. Et non, on est ravis d'avoir le gaz liquéfié américain et le gaz liquéfié qatari qui sont pires que tout. Et le gaz de l'Azerbaïdjan. Et le gaz de l'Azerbaïdjan qui en plus lui a du sang sur les mains parce qu'ils sont en train de massacrer et de génocider les Arméniens du Haut-Karabakh. Donc on le voit là, c'est effectivement une politique à la petite semaine. Et moi j'ai vu quand même que les écologistes français en tout cas étaient embarrassés. Moi je n'ai entendu aucune justification qui tenait la route sur cette question-là, du fait qu'aujourd'hui ce que nous avons c'est des productions électriques encore plus polluantes, alors qu'effectivement si notre parc nucléaire avait été correctement entretenu, faut dire aussi que Flamanville, c'est pas une réussite. Mettre autant de temps pour construire un EPR et en plus après nous promettre d'en construire 10 petits, qu'on n'arrive déjà pas à en faire un gros, ça pose quand même de sérieuses questions. Donc oui, qui dirige aujourd'hui la politique énergétique française? Il y a cette mission parlementaire, le témoignage de Yves Bréchet. Justement, pardonnez-moi, voilà, parce que je voudrais il y a Henri Poglio, mais vraiment moi, le témoignage de Yves Bréchet m'a laissé pantoise. Eh bien, vous nous offrez une transition en or, parce que je voulais qu'on revienne à cette enquête-là, justement, sur la fin de notre souveraineté énergétique. Bertrand, qu'est-ce que ces auditions ont permis de révéler depuis novembre dernier, puisque je rappelle, elles ont commencé en novembre dernier, même si on en parle peu? Alors, elles ont révélé énormément de choses, on ne va pas toutes les évoquer, mais en effet, vous le disiez très bien, Barbara Lefebvre, l'une des auditions les plus marquantes, ça a été celle d'Yves Bréchet, ancien haut-commissaire au commissariat de l'énergie atomique. Alors, entre 2012 et 2018, pour être plus précis. Donc, il a notamment déploré le remplacement d'un État stratège par un État bavard, qu'il a même qualifié de canard sans tête. Pour l'ancien serviteur d'État, c'est dans la structure des cabinets de la haute administration qu'il faut, je le cite, chercher les rouages de la machine infernale qui détruit mécaniquement notre souveraineté énergique et industrielle. Et il explique, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Barbara, également, que le suivisme à l'égard de la politique énergétique allemande a été total. Alors, je voudrais quand même revenir sur, pour être bien sûr d'avoir compris, vous êtes en train de nous expliquer que finalement, c'est ce qu'on appelle l'état profond, même si ça fait un peu complotiste quand on utilise ce terme-là, l'état profond qui a détruit, sans y prêter garde, la souveraineté énergétique française. Alors, de toute évidence, il y a contribué, en tout cas. Yves Bréchet parle de rapports importants qui ont été remis justement à des hauts fonctionnaires et qui n'ont jamais été lus, jamais été utilisés. Son successeur, Patrick Landé, se plaint de n'avoir jamais été sollicité. Jamais sollicité. Incroyable. Ces 4 dernières années sur un quelconque sujet ayant trait au nucléaire. Imaginez un peu.
Yves Bréchet, pour en reparler, il dit « Les instances gouvernementales que j'ai servies n'avaient pas, en dépit d'avertissements répétés, la souveraineté et l'indépendance énergétique dans leurs priorités. » Donc la stratégie sacrifiée sur l'autel de la courtisanerie et de la politique politicienne. Et puis, c'est aussi pour faire plaisir aux Allemands que l'on a sacrifié notre filière nucléaire avec les Verts au milieu. Mais c'est quand même beaucoup pour faire plaisir à notre voisin allemand. Hein. C'est aussi ce que vous expliquez. Je vais vous rappeler les mots d'un certain Emmanuel Macron en septembre pour se justifier de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Elle est passée assez inaperçue, cette phrase. Alors, je vous la cite. « La centrale était à la frontière de l'Allemagne qui n'est pas alignée avec nous sur le nucléaire. » Sous-entendu, voilà, on ferme, ça déplaît aux Allemands. Voilà, vous avez là en partie votre réponse. Je vais quand même citer également Henri Proglio, qui dans son audition, Henri Proglio, c'est l'ancien PDG d'EDF entre 2009 et 2014. Donc, lors de son audition, il a expliqué à quel point la transition énergétique allemande s'est transformée en catastrophe absolue. Comment voulez-vous que ce pays qui a fondé sa richesse sur son industrie accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant qu'EDF ? S'est-il exclamé, expliquant que l'Allemagne aurait eu alors pour objectif rien de moins que la désintégration d'EDF. Vous en parliez également, Barbara, tout à l'heure. Vous connaissez l'intérêt de développer ce marché ouvert. C'est l'obsession des Allemands, c'est l'obsession de la Commission européenne, mais parce que c'est l'obsession des Allemands, c'est un marché le plus ouvert possible. Mais le marché ouvert, on sait ce que c'est. C'est le plus offrant, c'est le plus fort, c'est les travailleurs détachés. Enfin, c'est aller toujours plus loin dans ce qui va vous permettre de tirer le plus de profit. Et donc, effectivement, les Allemands ont voulu tuer EDF, et c'est une stratégie dans laquelle chacun des gouvernements s'est couché, parce que là-dessus, bon, on accable Emmanuel Macron, mais enfin, excusez-moi, hein, ça date de Mitterrand, Maastricht, hein, c'est Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, ils y sont tous allés avec joie. Ils nous ont même expliqué, quand on votait non au référendum de 2005, qu'on était des abrutis. Enfin, heureusement, on a réussi à s'exprimer. Quand Philippe Séguin expliquait tout cela, et Philippe Séguin était un européiste, mais il était pour l'Europe des nations. Et le fameux discours à l'Assemblée nationale de Philippe Séguin mériterait d'être lu, parce qu'il y parlait déjà d'ailleurs de souveraineté énergétique. Il craignait cette désintégration. Mais Yves Bréchet soulignait aussi une chose importante dans son audition. Ouais. Il soulignait l'ignorance crasse de nos dirigeants sur les questions énergétiques. J'imagine sur d'autres sujets. En même temps, on ne peut pas leur demander de tout savoir, mais je crois qu'ils ont fait l'ENA, je crois qu'ils ont fait les plus grandes écoles. On a même une première ministre qui est polytechnicienne. Donc je ne sais pas comment il se fait que Madame Borne, qui est polytechnicienne, dont on nous dit que c'est un grand ingénieur, qui a été la chef de cabinet de Madame Royal quand Fessenheim a fermé, et qui s'en est elle-même félicitée quand elle était ministre de la Transition écologique. Donc on se dit qu'il y a soit un problème de connaissance, et apparemment c'est ce que dit Monsieur Bréchet, ils sont ignares, mais dans ce cas-là, qu'on ne vienne pas nous expliquer qu'on est dirigé par des experts qui sont superbement intelligents. Oui, il faut savoir écouter les experts. C'est une qualité qu'on devrait apprendre dans les grandes écoles. Mais alors, si on a sacrifié notre nucléaire, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas tellement travaillé le plan B. Le nucléaire, c'est stable, c'est efficace. Si on décide de l'arrêter, au moins, on devrait être certain d'avoir des solutions de remplacement. Alors, ce qui revient beaucoup dans ces auditions, c'est cette question du plan B. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on n'a pas décidé de plan B ? Non. Je vais vous le dire. Parce que dans les années 2010, en fait, les scénarios qui étaient proposés par les différents organes qui traitent de la stratégie énergétique, ils tablaient à peu près tous sur une baisse de la consommation d'électricité d'ici 2050. Forcément, de ce fait, le nucléaire devenait un petit peu superflu, sacrifiable sur la base d'un accord électoral, comme celui de 2011 conclu entre le PS et Europe Écologie Les Verts. Le fameux accord qui a entériné la baisse du nucléaire dans notre mix énergétique. Sauf que 10 ans plus tard, on en voit les conséquences directes. Et en plus, ce qui est même pire, c'est que d'ici 2050, il va falloir tout électrifier pour sortir définitivement des énergies fossiles. Ouais. Alors Barbara, vous connaissant, ça doit vous énerver quand même quelque peu, cette impéritie au sommet de l'État. Eh oui, mais c'est d'autant plus énervant et d'autant plus agaçant que, je répète, on est censé avoir une génération de gens hautement qualifiés, des gens qui ont tout vu, tout connu, et d'ailleurs pour certains n'ont même pas eu besoin de passer par le privé, ayant fait toute leur carrière dans l'énarchie, mais ils ont très très bien compris ce qui allait se passer. Et quand on entend cela, c'est-à-dire qu'on avait tablé sur une réduction de la consommation d'énergie, mais enfin c'est complètement absurde. N'importe quel ingénieur vous explique que peu importe la démographie vieillissante, et quand bien même elle serait vieillissante, elle va être extrêmement consommatrice d'énergie. Et
à l'échelle planétaire, la population continuant, hélas, d'augmenter de façon complètement délirante, on aura toujours besoin de davantage d'énergie, davantage, hélas, d'énergie fossile, de la même façon qu'on aura besoin de toujours plus de terres arables, qu'on aura besoin de continuer à dévaster les forêts et à continuer d'abattre des milliards et des milliards d'animaux pour nourrir des carnivores, donc, puisque les Français et le monde, en l'occurrence, n'a pas envie visiblement de se tourner vers davantage d'alimentation végétalienne. J'en profite pour prêcher pour ma paroisse, puisque c'est le mois de janvier qu'on peut manger vegan au moins au mois de janvier. Donc là, la situation, elle est véritablement catastrophique parce qu'en effet, nous avons des gens qui reçoivent des rapports. Alors peut-être que c'était des rapports faits par McKinsey à l'époque, on ne sait pas. Il faudrait enquêter sur ce sujet et qui nous expliquera évidemment qu'il faut ouvrir le marché. D'ailleurs, toujours plus d'ouverture du marché. Mais on l'a ouvert absolument. puisque maintenant, après avoir été dépendant du gaz russe, on est dépendant des Américains et des Qataris qui sont quand même pas beaucoup mieux que les Russes dans ce domaine. Alors Bertrand, pour conclure, je voulais vous demander qui sont les prochains politiques qui doivent être entendus par la commission d'enquête ? Alors, de grands noms sont attendus, donc je vais vous citer pêle-mêle Nathalie Kosciusko-Morizet, Dominique Voynet, Lionel Jospin, l'ancien Premier ministre. J'ai envie aussi de vous mentionner Ségolène Royal, parce que c'est quand même elle à qui on doit la fermeture de Fessenheim, c'est elle qui l'a appliquée politiquement. Et en plus, elle a l'habitude d'esquiver les convocations parlementaires. Mais alors cette fois, le président de la commission, Raphaël Schellenberger, a averti dans les colonnes de l'hebdomadaire Marianne. La commission l'entendra de gré ou de force pour qu'elle s'explique sur les bêtises dites ou commises à l'époque. Si on doit envoyer 2 gendarmes, on lui enverra. Il y aura de l'ambiance ce jour-là. Il y aura de l'ambiance, on va suivre ça évidemment et peut-être on verra aussi François Hollande. Alors je tenais à vous remercier tous les deux de m'avoir accompagné durant cette heure libre. Merci à Sud Radio. Merci à Sud Radio. On se donne rendez-vous sur tous nos environnements digitaux, dont ceux de Sud Radio ainsi que ceux de frontpopulaire.fr. À samedi prochain pour une prochaine heure libre. Et peut-être samedi prochain on aura l'occasion de parler de l'Arménie, du blocus de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, parce que là-bas se joue une véritable catastrophe humanitaire à venir. On vous en reparle. À bientôt. Sud Radio, l'heure libre, Stéphane Simon, Michel Onfray.